Bonjour, je m'appelle Evan, j'ai 22 ans. Je suis en dernière année à l'Université de Californie et je vis dans un minuscule appartement en périphérie de la ville, où l'odeur du café brûlé du voisin du dessous embaume chaque matin. Je ne suis pas du genre à radoter sur moi-même, mais si je devais le faire, je dirais que je suis juste un garçon ordinaire qui essaie de survivre à ses années d'université avec une pile de factures et des rêves qui ne se sont pas encore concrétisés. Mes résultats scolaires me permettent de conserver une bourse partielle, mais le reste de ma vie ressemble à une partie d'échecs où j'ai toujours quelques coups de retard. J'ai grandi dans une petite ville près de San Francisco où tout le monde se connaissait et où les secrets de famille étaient soigneusement cachés derrière des sourires polis. De l'extérieur, ma famille avait l'air exemplaire. Mon père, Alan, est comptable, a le regard perçant et a l'habitude de tapoter la table des doigts lorsqu'il est stressé. Ma mère, Victoria, est une femme à l'esprit vif qui sait toujours faire se sentir petit, d'un simple regard ou d'une remarque subtile. Ils vivent dans une maison confortable, pas trop extravagante, mais suffisamment pour que les étrangers nous croient aisés. Je le croyais aussi, jusqu'à ce que je réalise que la vérité n'est jamais aussi simple qu'elle le paraît. J'ai un frère cadet, Miles, de 2 ans mon cadet. Il étudie dans une université de l'Oregon, à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Miles est le genre de personne qui sait vous faire sourire. Qu'il raconte une histoire fade ou qu'il renverse du café sur votre chemise, mais ne vous laissez pas tromper par son insouciance, Miles a des difficultés, tout comme moi, à jongler avec le loyer, les frais de scolarité et les prêts étudiants qui s'accumulent comme une montagne. On s'appelle souvent tard le soir, quand on est tous les deux épuisés par nos petits boulots. Evan, penses-tu qu'on sortira un jour de ce cycle, m'a demandé Miles un jour, la voilà au téléphone. Je ne pouvais pas répondre, car je ne me connais pas moi-même. Et puis il y a mes grands-parents, qui me réchauffent le cœur rien qu'en pensant à eux. Ils vivent dans un petit village de France où ils ont déménagé il y a 6 ans après leur retraite. Mon grand-père Henri est un homme grand, aux cheveux blancs et au sourire bienveillant. Ma grand-mère Élise est menue, pleine d'entrain et pleine d'histoires sur sa jeunesse. Quand Miles et moi étions enfants, nos grands-parents étaient tout notre monde. Nous passions des étés entiers chez eux, à courir dans le parc, à jouer aux échecs sur un vieux plateau en bois et à apprendre nos premières phrases en français. Ma grand-mère me caressait la tête et me disait, « La vie est une aventure. N'aie peur de rien. » Je me souviens de ces mots comme d'une vieille chanson qui résonne dans ma tête. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est la promesse de mes grands-parents. Un jour, alors que j'avais environ 10 ans, alors que je griffonnais par terre, ma grand-mère nous a serrés contre elle, Miles et moi. « Écoutez-moi bien, a-t-elle dit d'une voix grave mais chaleureuse. Ton grand-père et moi veillerons à ce que, quand tu seras grand, tu n'aies pas à te soucier de ton éducation. Poursuis tes rêves, d'accord ? J'ai hoché la tête, sans vraiment comprendre, mais son regard m'a laissé croire que tout irait bien. Plus tard, j'ai appris que mes grands-parents avaient créé un fonds d'éducation de $300 000 pour Miles et moi, à la condition que ce fonds ne serve qu'à la scolarité. Ils en ont confié la gestion à mes parents avant de déménager en France. Je n'ai entendu parler de ce fonds qu'au lycée. De l'extérieur, ma famille a l'air parfaite, dîner du week-end, photos éclatantes de cartes de Noël, récits de vacances d'été. Mais en y regardant de plus près, on voit les failles. Mes parents ne sont pas du genre à crier ou à se disputer devant les autres. Ils cachent les problèmes de notre famille avec une finesse remarquable. Ma mère a une façon de parler qui vous donne l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, même si ce n'est pas le cas. Evan, tu devrais être reconnaissant pour ce que tes parents font pour toi, disait-elle souvent d'une voix douce mais tranchante comme une lame. Mon père est silencieux, mais son silence est comme un mur de pierre, froid et impénétrable. Miles et moi avons grandi dans cette atmosphère, sentant toujours que quelque chose clochait, mais n'osant jamais poser la question. Mes années d'université ont commencé comme un rêve. Quand j'ai reçu la lettre d'admission de l'UC Berkeley, je me suis assise sur le canapé du salon, la lisant encore et encore, le cœur battant. La bourse partielle qui m'avait été accordée était ma plus grande fierté, mais elle marquait aussi le début d'un parcours auquel je n'étais absolument pas préparé. Frais de scolarité, manuels, loyer, tout s'est accumulé plus vite que prévu. La bourse n'en couvrait qu'une partie, et j'ai dû trouver le reste toute seule. Je ne voulais pas demander de l'aide à mes parents. Non pas par fierté, mais parce qu'à chaque fois que je parlais d'argent, ma mère me lançait un regard qui me donnait l'impression de demander quelque chose qui ne m'appartenait pas. Tu dois apprendre à être indépendant, Evan, disait-elle d'une voix calme, mais me faisant me sentir petit. J'ai donc commencé à travailler à temps partiel. Mon premier emploi était à la bibliothèque universitaire.
Je poussais un chariot de livres à travers d'imposantes étagères, remettant en rayon les livres que les étudiants avaient laissés éparpillés. Le travail était facile, mais le salaire n'était que de $12 de l'heure, loin de suffire pour tenir le mois. Je me souviens des matins où le soleil filtrait à travers les fenêtres de la bibliothèque et où je rangeais les livres tout en révisant mentalement le cours de la veille. Mais ensuite, la facture d'électricité est arrivée, suivie du loyer, et j'ai réalisé que je devais gagner plus. J'ai donc pris un autre emploi dans un restaurant italien près du campus, où l'odeur d'ail et de sauce tomate imprégnait mes vêtements tous les soirs. Être serveur n'était pas une sinécure. Le restaurant était toujours bondé de clients de toutes sortes. Des couples romantiques au groupe d'étudiants turbulents commandant des bières jusque tard dans la nuit, j'ai appris à sourire même lorsqu'on me grondait pour avoir servi les plats trop lentement ou pour avoir oublié de donner un pourboire. Certains soirs, je rentrais à la maison à 2 heures du matin, les pieds endoloris, pour m'asseoir à mon bureau avec une tasse de café froid. J'essayais de terminer une dissertation avant l'aube. Je ne me plaignais pas, car je savais que je n'avais pas le choix. Mais parfois, allongé sur mon lit étroit dans mon appartement exigu, je me demandais si tous ces efforts en valaient la peine. Miles, mon petit frère, n'allait pas beaucoup mieux. Il étudie le graphisme dans une université publique de l'Oregon, à quelques minutes en avion de chez moi. Miles était toujours optimiste, mais lors de nos appels tard le soir, je percevais l'épuisement dans sa voix. Evan et moi venons de travailler de nuit à la supérette, disait-il au téléphone. Un type ivre a renversé un rayon entier de bière, et j'ai dû tout ranger jusqu'à 3 heures du matin. J'ai ri, mais j'avais le cœur lourd. Miles avait lui aussi une bourse, mais comme moi, il devait travailler pour joindre les deux bouts. Il travaillait dans une supérette près de son campus et, parfois, quand il n'arrivait pas à payer son salaire, il m'appelait. Evan, puis-je emprunter $200 pour le loyer? Je te jure que je te rembourserai. Je l'ai toujours fait. J'envoyais l'argent, même si je comptais mes sous pour faire les courses. Nous n'avons jamais parlé de ces difficultés à nos parents. Ce n'était pas que nous ne le voulions pas, mais chaque fois que Miles ou moi essayions d'aborder le sujet, la réponse était toujours la même. Il faut prendre soin de soi. Ne compte sur personne, disait mon père sans lever les yeux de son journal. Ma mère était plus cinglante. Tu crois que tes parents peuvent tout te donner? La vie ne fonctionne pas comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Je savais que nous n'étions pas riches, mais mes parents vivaient dans une belle maison, conduisaient des voitures neuves et ma mère avait toujours des sacs à main coûteux. Je pensais qu'ils pourraient au moins nous aider un peu. Mais chaque fois que j'envisageais de poser la question, le regard de ma mère me faisait taire. Un jour, j'ai eu le courage de lui parler du fonds d'études dont mes grands-parents avaient parlé. C'était un soir d'été, alors que j'étais de passage. Nous dînions et j'ai essayé d'aborder le sujet le plus naturellement possible. Maman, je me souviens que grand-mère et grand-père parlaient d'un fonds pour mes études et celles de Miles. Tu sais quelque chose à ce sujet? L'air dans la pièce devint soudain lourd. Mon père cessa de mâcher et regarda ma mère. Elle posa sa fourchette et sourit, mais d'un sourire glacial. Evan, tes grands-parents sont vieux. Leurs souvenirs ne sont plus ce qu'ils étaient. Ne les embête pas avec ce genre de choses. Tu devrais te concentrer sur tes études et ton travail, pas sur tes rêves d'argent. Mon visage me brûlait comme si j'avais reçu une gifle. Je ne demandais plus rien, mais ces paroles me hantaient. Quelque chose clochait, mais je n'osais pas creuser plus profondément. Les années d'université passèrent dans un tourbillon d'épuisement et d'espoir. J'ai travaillé dur pour maintenir mes notes, pas seulement pour la bourse, mais pour me prouver que j'en étais capable. Je rêvais du jour où, après mon diplôme, je trouverais un bon travail, rembourserais mes dettes et, peut-être même, aiderais Miles. Mais la réalité était bien plus dure. Certains mois, je devais choisir entre acheter des manuels scolaires ou payer l'électricité. Certains soirs, je mangeais des nouilles instantanées pendant 3 jours d'affilée, car mon portefeuille ne contenait que quelques pièces. Je ne parlais de ces difficultés à personne, pas même à Miles, car je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Mais parfois, lorsqu'il m'appelait pour me dire qu'il avait fait un quart supplémentaire pour acheter de nouvelles chaussures, les siennes étant en miettes, une colère sourde montait en moi. Contre qui? Je ne savais pas trop. Peut-être mes parents, peut-être moi-même, parce que je n'avais pas eu la force de changer les choses. L'un de mes souvenirs les plus marquants est celui d'une nuit d'hiver glaciale, debout dans un restaurant italien, un plateau rempli de verres à vin en équilibre. L'endroit était bondé et je faisais des allers-retours depuis 4 heures d'affilée. Un client,
un homme d'âge moyen en costume, m'a interpellé pour se plaindre que son steak était froid. Je me suis excusé, j'ai pris l'assiette à réchauffer, mais à mon retour, il était toujours mécontent. Quel genre de service est-ce, a-t-il aboyé devant sa table d'amis. Je ne pouvais que baisser la tête, sourire et m'excuser à nouveau. De retour à la cuisine, mes mains tremblaient, non pas de colère, mais parce que je me sentais si pathétiquement petite. Ce soir-là, en rentrant, je me suis assise dans le noir et je me suis demandé si c'était tout ce dont j'étais capable. Miles avait des histoires similaires. Une fois, il m'a raconté comment le gérant de son épicerie l'avait réprimandé pour avoir raté une commande. « Evan, je veux juste quitter mon travail et tout laisser tomber », a-t-il dit, la voix presque brisée. J'aurais voulu m'envoler pour l'Oregon sur le champ, le serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise à l'autre bout du fil, essayant de lui offrir des mots de réconfort. Je n'y croyais pas vraiment. « Continue, Miles. On va s'en sortir, dis-je. Même si mon cœur était rempli de doutes. Nous n'avons jamais vraiment douté de nos parents. Pas vraiment. Nous avons grandi en croyant qu'ils nous aimaient, même si c'était de leur manière froide et distante. Mais en grandissant, j'ai senti un fossé invisible se creuser entre nous. Leurs paroles comme « prends soin de toi ou ne compte sur personne » n'étaient pas que des leçons. C'était comme un mur qui nous séparait d'eux. Ma dernière année d'université, ma 4e année à UC Berkeley, a été un voyage rempli de longues journées interminables. Je m'étais habitué au rythme effréné, aux quarts de nuit, aux dissertations bâclées et aux courtes siestes entrecoupées par la sonnerie de mon réveil. Mais malgré l'épuisement, je sentais que je me rapprochais de la ligne d'arrivée. J'avais terminé la plupart de mes cours obligatoires. Mes notes étaient encore assez bonnes pour conserver ma bourse, et je commençais à rêver d'un emploi stable après l'obtention de mon diplôme. J'imaginais rembourser mes prêts étudiants, louer un appartement décent et peut-être même aider Miles à s'en sortir. Les difficultés auxquelles il était confronté. Mais la vie, comme je l'avais appris, se déroule rarement comme prévu. Miles, maintenant en 2e année dans l'Oregon, n'était plus le petit frère insouciant que j'avais connu. Lors de nos appels nocturnes, je remarquais que sa voix devenait plus lourde, comme si chaque mot pesait lourd. « Evan, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer, » dit-il par une froide nuit d'hiver, alors que j'étais assis dans mon petit appartement, une tasse de thé froid à la main. Je marquai une pause, posai la tasse et sentis un frisson me parcourir l'échine. « Que veux-tu dire, Miles ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je en essayant de garder une voix ferme. Il resta silencieux un instant, puis soupira. « L'école, le travail, l'argent, tout ça me pèse. Je fais 5 quarts par semaine à l'épicerie, et ce n'est toujours pas suffisant. Je ne sais pas comment je vais payer les frais de scolarité du prochain semestre. Je pense à abandonner. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Je n'arrivais pas à y croire. Miles, mon petit frère, qui souriait toujours dans les moments difficiles, parlait d'abandonner ses rêves. « Miles, ne dis pas ça, » ai-je répondu d'une voix tremblante. « Tu es juste fatigué. On trouvera une solution. Je t'aiderai. » Mais Miles laissa échapper un rire creux, un son creux. « À l'aide. »« Comment ? Evan, tu galères autant que moi. Tu ne vois pas ? On continue à courir, mais on n'avance pas. » J'aurais voulu argumenter pour lui dire que tout irait bien. Mais je ne trouvais pas de mots assez convaincants, car j'étais prise dans le même cercle vicieux. Travailler, étudier, rembourser ses dettes et espérer qu'un jour les choses s'amélioreraient. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de prendre des nouvelles de Miles plus souvent. Je lui ai envoyé de l'argent de mes maigres économies, même si cela impliquait de réduire mes propres dépenses au strict minimum. Je l'ai appelé, envoyé des SMS et essayé de l'encourager. « Miles, tu es tellement intelligent. Il faut juste persévérer encore un peu » ai-je dit lors d'un appel, essayant de lui insuffler l'espoir que j'avais du mal à garder. Mais à chaque fois que nous parlions, je percevais l'épuisement dans sa voix. Il parlait de nuits où il ne dormait que 3 heures parce qu'il devait finir ses devoirs après le travail. De se faire réprimander par le gérant de son épicerie parce qu'il s'assoupissait, de se retrouver devant le miroir à se demander ce qu'il faisait de sa vie. Un soir, en rentrant du travail, mon téléphone a vibré. C'était Miles. J'ai décroché en espérant entendre une étincelle d'énergie dans sa voix, mais elle était étrangement calme. « Evan, j'ai pris ma décision. J'abandonne. Je n'en peux plus.
Mon cœur s'est arrêté. Miles, tu ne peux pas faire ça. J'ai failli crier. Tu n'es qu'en 2e année. Si tu abandonnes maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Mais Miles m'a interrompu, la voix étrangement posée. Evan, j'y ai bien réfléchi. Je ne veux plus vivre comme ça. Je trouverai un travail à temps plein, je rembourserai mes dettes et, je ne sais pas, je recommencerai peut-être plus tard. J'ai essayé de le convaincre, presque en le suppliant. Je lui ai raconté les épreuves que j'avais surmontées, comment j'avais voulu abandonner moi aussi, mais j'avais persévéré. Miles, je sais que c'est dur, mais si tu abandonnes maintenant, tu perdras tout ce pour quoi tu as travaillé. Mais Miles est resté silencieux, puis a dit, Evan, je suis fatigué. Je ne suis pas aussi fort que toi. L'appel s'est terminé, et je suis resté assis là, les yeux rivés sur l'écran noir de mon téléphone, avec l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Les jours qui ont suivi ont été flous. En cours, je fixais le professeur qui donnait cours, l'esprit perdu. Au restaurant, j'ai laissé tomber mes verres, oublié des commandes et me suis fait gronder par le gérant. Mes pensées étaient rongées par les kilomètres. Je me demandais si je pouvais faire quelque chose pour le faire changer d'avis. J'ai envisagé de prendre l'avion pour l'Oregon afin de le confronter en personne, mais je n'avais pas d'argent pour un billet d'avion et mon emploi du temps était trop chargé. Je me sentais impuissant, comme si je regardais mon frère me filer entre les doigts. Une semaine plus tard, Miles m'a appelé pour confirmer qu'il avait bien envoyé son formulaire de retrait. J'ai parlé à mon conseiller pédagogique, a-t-il dit d'une voix neutre. Ils ont dit que je pouvais revenir plus tard si je le voulais, mais pour l'instant, j'ai besoin d'une pause. Je ne savais pas quoi dire. J'aurais voulu être en colère, lui reprocher d'avoir abandonné, mais je n'y arrivais pas. Je savais la pression qu'il subissait, là les factures, les changements incessants, le sentiment que le monde entier était contre lui. J'aurais tellement aimé pouvoir faire quelque chose, n'importe quoi, pour l'aider. J'ai commencé à me poser des questions. N'avais-je pas été assez attentive? Avais-je été tellement concentré sur ma propre vie que je n'avais pas remarqué Miles s'éloigner? Je me suis souvenu des fois où il avait appelé, sa voix lourde d'épuisement, et de mes réponses par des encouragements creux. Continue, Miles. Tout ira bien. Ces mots résonnaient maintenant dans ma tête comme une accusation. Je me demandais si quelque chose de plus grand, de plus profond poussait Miles à cette décision. Nos parents, avec leurs paroles froides, l'avaient-ils fait se sentir indigne de ses rêves? J'ai décidé d'appeler ma mère, même si je savais que cela ne changerait rien. Maman, Miles envisage d'abandonner ses études, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Il est épuisé. Tu peux l'aider. J'espérais ne serait-ce qu'un tout petit peu qu'elle proposerait un soutien financier ou au moins lui parlerait, mais elle n'a fait que soupirer au téléphone. Miles est adulte. Il doit assumer ses responsabilités. Ses choix. On ne peut pas continuer à s'occuper de toi indéfiniment. Mon sang bouillonnait. Maman, il n'a que 20 ans. Il a du mal à payer ses frais de scolarité. Comment peux-tu dire ça? Mais elle m'a interrompu d'une voix glaciale. Ne nous en veux pas. Si Miles n'est pas assez fort, c'est son problème. J'ai raccroché, les mains tremblantes de colère. Cette nuit-là, je suis resté au lit, les yeux rivés sur le plafond taché, cherchant une issue. J'ai pensé à mes grands-parents et à leur promesse de ne pas nous soucier de l'éducation. Je me suis demandé où était passée cette somme d'argent dont ils avaient parlé. Avaient-ils oublié, ou avaient-ils seulement dit ça pour nous encourager? Un mélange de doutes a commencé à m'envahir. Mes grands-parents avaient-ils vraiment oublié, ou mes parents cachaient-ils quelque chose? Non, c'était impossible. J'ai vite repoussé ces doutes. J'avais confiance en mes parents. Peu importe comment ils étaient, c'était eux qui nous avaient élevés. Ils feraient sûrement ce qu'il y avait de mieux pour nous. J'ai pensé à appeler mes grands-parents. C'était probablement le matin ou l'après-midi en France. Ils étaient peut-être réveillés, mais que dirais-je? Leur demander de l'argent? Les blâmer d'avoir oublié? Je ne pouvais pas faire ça. Ils avaient tous les deux plus de 70 ans maintenant, et parler d'argent avec eux me semblait impossible. J'ai commencé à élaborer un plan. Je finirai ma dernière année, j'obtiendrai les meilleures notes possibles, puis je trouverai un moyen d'aider Miles à retourner à l'école. Je ne savais pas comment, mais je me suis juré de ne pas laisser mon frère sombrer dans le désespoir. Les derniers mois de l'année scolaire, je me suis investi à fond dans mes études et mon travail.
Chaque jour était un cycle sans fin. Matinée en cours, après-midi à la bibliothèque, soirée serveur au restaurant italien. J'ai supprimé tout ce qui était inutile. Pas de café, pas de nouveaux vêtements, pas de sortie entre amis. Chaque dollar économisé était placé sur un compte séparé, espérant qu'un jour cela suffirait à aider Miles à retourner à l'école. Mes appels avec Miles sont devenus moins fréquents. Il avait officiellement abandonné ses études et commencé à travailler à temps plein dans un magasin de détail en Oregon. Le travail est parfait, Evan, dit-il au téléphone, mais sa voix était creuse, comme s'il essayait de se convaincre. Je savais que Miles n'était pas heureux. Il rêvait de devenir graphiste et m'envoyait de magnifiques croquis. Mais maintenant, il passait ses journées à remplir les rayons et à gérer des clients difficiles. Chaque fois que j'y pensais, mon cœur se serrait. Je voulais faire quelque chose, n'importe quoi pour le sortir de ce gouffre. En mai de cette année-là, le jour de ma remise de diplôme arriva enfin. Je me tenais au milieu d'une longue file d'étudiants en toge noire, casquette carrée sur la tête, à la fois fier et épuisé. J'avais réussi, obtenu mon diplôme avec mention, invité à prononcer un discours lors de la cérémonie. En montant sur scène, face à l'auditorium bondé, j'ai été stupéfait de les voir. Grand-père Henri et grand-mère Élise, assis au premier rang, arborant des sourires radieux. J'ai failli fondre en larmes. Je ne me souviens plus très bien si j'éprouvais à ce moment-là de la gratitude ou du ressentiment. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'en les voyant, j'avais envie de courir vers eux, de les serrer fort dans mes bras et de leur exprimer toutes les rancœurs de nos 4 années d'université, à mon frère et moi. Ce jour-là, non seulement mes grands-parents étaient présents, mais Miles avait lui aussi pris congé pour assister à la cérémonie. Il était assis quelques rangs derrière eux, les cheveux en bataille, mais parvenait toujours à sourire. Mes parents, Alan et Victoria, étaient là aussi, assis au fond, le visage calme comme s'ils n'avaient pas remarqué le retour de mes grands-parents. Mon discours fut bref mais sincère. J'ai parlé de mon parcours, des nuits blanches, des journées de travail épuisantes et de ma conviction que l'éducation était la seule voie vers une vie meilleure. Je n'ai pas mentionné Miles, mais chaque mot était pour lui. Une promesse silencieuse que je ne l'abandonnerai pas. En descendant de scène, les applaudissements ont rempli la salle et j'ai ressenti une lueur de soulagement. J'avais réussi. J'avais réussi. Après le discours, les étudiants ont reçu leur diplôme à tour de rôle. À l'appel de mon nom, grand-père Henri s'est levé à l'improviste et est monté sur scène, un petit coffret cadeau à la main. Grand et imposant, ses cheveux blancs brillaient sous les projecteurs. Son sourire bienveillant m'a rappelé ces journées d'été passées avec lui au parc. Il m'a serré dans ses bras, puis a parlé dans le micro, d'une voix enjouée mais pleine de fierté. Evan, tes grands-parents sont si fiers de toi. Ce fonds d'éducation que nous avons créé a dû aider un peu, non? Il m'a fait un clin d'œil et le public a ri, pensant que c'était juste une blague de grand-père. Mais je me suis figé comme si le sol s'était effondré sous mes pieds. Quel plaisir? Ai-je demandé d'une voix douce mais captée par le micro. Les rires dans l'auditorium se sont estompés. J'ai regardé grand-père Henri, puis Miles, qui s'est redressé, les yeux écarquillés. Mes parents, dans les rangs en dessous, déjà tendus par la vue de grand-père, étaient maintenant pâles et blêmes. Ma mère a baissé la tête et mon père a toussé, essayant de faire semblant. Quel plaisir! Grand-père! Je répétai plus fort cette fois, incapable de cacher ma surprise. Grand-père Henri fronça les sourcils, son sourire s'évanouissant. Il me regarda d'une voix basse, soupçonneuse. Le fonds d'affectation spéciale pour l'éducation, Evan. On a créé 300 000 $ pour toi et Miles afin de couvrir les frais de scolarité et les frais de subsistance. Tes parents ne te l'ont pas dit? L'auditorium semblait retenir son souffle. J'avais le sang qui me montait à la tête, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Mes parents ne m'ont jamais rien dit, dis-je d'une voix tremblante. J'ai payé mes études avec ma bourse et mes petits boulots. J'ai travaillé dans un restaurant jusqu'à 2 heures du matin, et Miles, j'ai arrêté de regarder mon frère, le voyant baisser la tête, les épaules tremblantes. Miles a dû abandonner ses études parce qu'il n'en avait pas les moyens. L'atmosphère dans l'auditorium était pesante. Quelques personnes chuchotaient, mais je m'en fichais. Je regardais simplement grand-père Henri, voyant son expression passer de la surprise à la colère. Il descendit de scène, cherchant mes parents. Puis il marcha droit vers eux, d'une voix sèche et froide. Alan, Victoria, expliquez-vous. Où est l'argent du fonds fiduciaire? Où est l'argent pour mes petits-enfants?
Mon père se leva, essayant de garder son calme. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Nous avons utilisé l'argent pour subvenir aux besoins des enfants, mais il hésitait, incapable de trouver les mots pour le convaincre. Ma mère intervint d'une voix pressante. Papa, ne fais pas de scène ici. On peut en parler à la maison. Elle regarda grand-père achéri, puis moi, le regard presque suppliant. Mais il ne bougea pas. Non, dit-il d'une voix ferme. Je veux la vérité tout de suite. Que as-tu fait de cet argent? Ma mère ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Mon père baissa la tête, silencieux. Comme s'il admettait qu'aucune explication ne pouvait sauver la situation. L'auditorium bourdonnait de regards curieux dirigés vers ma famille. Mon visage brûlait, non pas de gêne, mais d'une colère grandissante. Mais je savais que si cela continuait ici, devant des centaines d'étudiants et leurs familles, la cérémonie de remise des diplômes se transformerait en spectacle indésirable. Grand-père Henri semblait s'en rendre compte aussi. Il prit une grande inspiration. Son regard était toujours glacial, mais il fit un signe de tête à ma mère. D'accord, dit-il d'une voix basse, mais autoritaire. On parlera dehors. Je ne veux pas gâcher la journée des vannes. Grand-mère Élise et Miles se sont levés et ont suivi grand-père dehors. Mes parents les suivaient discrètement, évitant les regards. Je restais là, mon diplôme serré contre moi, avec l'impression que le monde venait de s'écrouler. Les applaudissements ont repris lorsqu'un autre étudiant est monté pour recevoir son diplôme, mais je n'ai rien entendu. Je voulais juste courir après ma famille pour comprendre ce qui se passait. Après la cérémonie de remise des diplômes, j'ai rapidement quitté la scène, courant pratiquement à travers les rangées de sièges. Pour sortir. L'université avait organisé une réception en plein air pour célébrer la remise des diplômes. L'ambiance était festive et animée. Des tables drapées de nappes blanches, des plateaux de mets parfumés et un petit groupe de jazz jouaient. Les étudiants et leurs familles riaient, s'embrassaient, prenaient des photos et levaient leurs verres pour célébrer. Des ballons rouges et jaunes flottaient au-dessus de ma tête, et la lumière du soleil faisait scintiller tout comme un tableau parfait. Mais pour moi, tout cela n'était qu'un arrière-plan flou, contrastant fortement avec la tempête qui faisait rage dans mon cœur. J'ai retrouvé mes grands-parents et Miles debout dans un coin retiré, près d'une rangée d'arbres, loin de la foule bruyante. Grand-père Henri disait quelque chose, d'une voix basse et intense, gesticulant brusquement comme pour appuyer chaque mot. Grand-mère Élise se tenait à côté de lui, un bras autour de Miles, les yeux rouges et larmoyants. Miles gardait la tête baissée, les épaules tremblantes comme pour contenir ses émotions. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas vu mes parents. Grand-père, grand-mère, Miles, ai-je appelé en me précipitant vers eux. Où sont papa et maman? Grand-mère Élise s'est tournée vers moi, le regard mêlé de colère et de douleur. Ils sont partis tôt, a-t-elle dit d'une voix étranglée. Ils ont probablement honte, Evan. Ils ne voulaient pas nous affronter. Grand-père Henri renifla, le regard toujours glacial. Honte? Répéta-t-il d'une voix empreinte de sarcasme. Ils devraient, mais fuir comme ça ne résout rien. Je restais planté là, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Qu'ont-ils dit avant de partir, grand-père? Demandai-je d'une voix tremblante. Il secoua la tête. Juste qu'ils expliqueraient plus tard que c'était un malentendu. Mais je ne les crois pas, marqua-t-il en nous regardant, Miles et moi. Racontez-nous tout, vous deux. J'inspirai profondément, essayant d'organiser le chaos dans mon esprit. Puis je leur racontai les années d'université exténuantes, les journées de travail épuisantes, les nuits où je survivais avec des nouilles instantanées parce que je n'avais pas les moyens de manger. Je parlais de Miles, de comment il avait dû abandonner ses études à cause de la pression financière. Comment il m'appelait, la voix lourde d'épuisement et de désespoir. Miles se tenait à côté de moi, silencieux, mais je le voyais serrer les poings comme si chacun de mes mots était étouffé. Une blessure s'est rouverte. Grand-mère Élise serra Miles plus fort dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Oh, mes chers petits-enfants, murmura-t-elle. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu laissé les choses aller aussi loin? » Miles a finalement parlé, sa voix. « Je ne voulais pas te déranger. Maman disait que tu étais vieux, qu'on ne devait pas te poser de questions sur l'argent. Je pensais devoir m'en occuper moi-même. » Mon cœur s'est serré en entendant ces mots. C'étaient les mêmes que maman m'avait dit, les mots qui m'avaient fait taire toutes ces années. Grand-père Henri a frappé du poing sur une table voisine, surprenant quelques personnes.
Ça suffit, dit-il d'une voix pleine de fureur. Nous avions confiance en nos enfants. Nous pensions qu'ils feraient bien pour toi. Il s'avère que nous avions tort. Il se tourna vers moi, le regard s'adoucissant, mais toujours résolu. Evan Miles ira au fond des choses. On ne te laissera pas faire. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. J'ai regardé autour de moi, voyant mes camarades rire, prendre des photos, savourer ce moment pour lequel j'avais tant travaillé. Je voulais y participer, ressentir la joie que j'avais méritée. Mais je ne pouvais pas. La vérité venait de voler en éclats, comme une fissure irréparable, et je savais que ma famille ne serait plus jamais la même. Grand-mère Élise essuya ses larmes et nous prit la main, à Miles et moi. Aujourd'hui, c'est ton jour, Evan, dit-elle d'une voix s'efforçant d'être joyeuse. Restons ici pour te célébrer. Ne laisse pas cela gâcher ta journée spéciale. Je la regardai, puis Miles, qui hocha légèrement la tête. D'accord, grand-mère, dis-je, le cœur encore lourd. Nous nous diriguâmes vers une table, prîmes quelques assiettes et des verres de jus, essayant de nous fondre dans l'ambiance animée. Grand-père Henri raconta quelques anecdotes amusantes de France, essayant de nous faire rire, mais je savais qu'il masquait sa colère. Miles essaya de se joindre à nous, parlant des photos qu'il avait prises à la fête, mais sa voix resta sombre. Alors que la réception touchait à sa fin, nous sommes montés tous les 4 dans la voiture de location de mes grands-parents, direction la maison de mes parents. Personne ne parlait pendant les premières minutes, seul le ronronnement régulier du moteur et celui de grand-mère est là. Je me suis assis à côté de Miles à l'arrière, percevant sa tension. « Evan » a-t-il murmuré. « C'est vrai, pas vrai ? Ils ont vraiment pris notre argent. » Je lui ai serré la main et j'ai hoché la tête. « Je n'en suis pas sûr, Miles, mais je te promets qu'on le saura. » Grand-père Henri, du siège conducteur, s'est tourné vers nous. « Evan, Miles » a-t-il dit d'une voix basse mais assurée. « On ne laissera pas passer ça. On a besoin de réponses, et on fera en sorte que justice soit faite. » Grand-mère Élise a hoché la tête, tenant toujours fermement la main de Miles. « Nous avions promis de prendre soin de toi, et nous avons échoué. Mais désormais, les choses seront différentes. » La voiture roulait dans l'obscurité, les lumières de la ville étincelant aux fenêtres. Je regardais dehors, sentant une petite flamme s'allumer dans ma poitrine. La vérité était apparue au grand jour, et même si c'était douloureux, je savais que c'était le premier pas vers un changement radical pour moi, pour des kilomètres, et pour la promesse que mes grands-parents avaient passé leur vie à tenir. Après environ 30 minutes de route, nous sommes arrivés à la maison luxueusement aménagée de mes parents. J'ai jeté un coup d'œil à Miles à côté de moi, le voyant serrer les poings, le regard empli d'un mélange de tristesse et de détermination. Mes grands-parents sont sortis de la voiture. Grand-père Henri ouvrait la marche d'un pas déterminé, tandis que grand-mère Élise me tenait la main comme pour me donner un peu de force. L'air était si lourd qu'il était difficile de respirer, comme si le monde entier se préparait à une explosion. En entrant dans la maison, un arôme savoureux de nourriture s'est répandu de la cuisine. Ma mère, Victoria, avait préparé un dîner copieux. Une table dressée avec une nappe blanche immaculée, des assiettes de salade de viande rôtie et une bouteille de vin onéreuse qu'elle réservait habituellement aux grandes occasions. Elle se tenait à la porte de la cuisine, vêtue d'un tablier, affichant un sourire forcé. « Vous êtes tous là » dit-elle d'une voix tendue vers la gaieté. « J'ai préparé le dîner. Asseyez-vous. Parlons calmement. » Mon père se tenait derrière elle, tapotant ses doigts sur la table, un signe familier de son stress. Mais grand-père Henri n'a pas renvoyé son sourire. Il a marché directement dans le salon, ses yeux glacés. Calmement, il a répété, sa voix bas, mais bouillonnant avec la colère. « Victoria, comment peut-il être calme quand vous êtes en train de faire de la confiance, lorsque vous avez volé le futur, l'avenir de votre avenir, de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de votre avenir ?» Rouge, mais elle n'a rien dit, ne regardant que ma mère comme si elle essayait de comprendre comment une mère pourrait faire quelque chose de terrible pour ses enfants. Evan et Miles ne manquaient de rien. Mon père hocha la tête, essayant de sonner. « C'est vrai. Nous avons payé beaucoup. Maison, voiture, essentiel. » Mais sa voix s'est précipitée sous le regard perçant du grand-père Henri. Je ne pouvais plus le supporter. Je m'avançai, debout entre mes grands-parents et mes parents, sentant une tempête qui faisait rage en moi. « Soutenez la famille », j'ai dit plus fort que je ne le pensais. « Maman, papa, j'ai payé l'université avec ma bourse et j'ai travaillé à l'épuisement.
J'ai attendu des tables jusqu'à 2 heures du matin. Manger des nouilles instantanées pendant une semaine parce que je ne pouvais pas me permettre de la nourriture. Et Miles, je me tournai vers mon frère, le voyant incliner sa tête, ses mains serrées. Miles a dû abandonner car il ne pouvait pas gérer la pression financière. S'il y avait un fond, pourquoi n'avons-nous pas vu un seul parfum? La pièce s'est épaisse de tension. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Mon père est resté silencieux, ses yeux évitant les miens. Grand-père Henri claqua sa main sur la table. Assez, sa voix résonnant à travers la pièce. Vous avez pris 300 000 $ que nous avons passé notre vie à épargner pour nos petits-enfants. Vous les laissez vivre comme s'ils étaient sans abri pendant que vous vous asseyez dans cette maison avec de nouvelles voitures et des sacs de créateurs. Il a pointé le sac à main de luxe sur le canapé, sa voix dégoulinant de dédain. Je vais te poursuivre. Je vais laisser le monde savoir à quel point vous êtes méprisable. Grand-mère Élise a attrapé son bras, essayant de le calmer, mais des larmes coulèrent sur son visage. Henri, calme-toi, murmura-t-elle, la voix pleine de douleur. Ma mère a commencé à pleurer, pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses, comme si elle savait qu'elle n'avait aucun issue. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit. S'il vous plaît, ne faites pas un gros problème de cela. Nous trouverons un moyen de le rembourser. Mais ces paroles ont été coupées par l'éblouissement inflexible du grand-père Henri. Mon cœur battait, mais je savais que si cela allait plus loin, notre famille serait irrémédiablement brisée. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancé, plaçant une main sur l'épaule de grand-père Henri. Grand-père, dis-je, ma voix calme mais ferme. Nous n'avons pas besoin de poursuivre. Je ne veux pas que le monde le sache. Pas pour maman et papa, mais pour moi et Miles. Mais je veux la justice. Je me tournai vers mes parents, les regardant droit dans les yeux. Je veux que vous signiez un contrat pour rembourser le montant total du fonds en fiducie, 300 000 $ plus 5% d'intérêt annuel dans les 10 ans, et vous devez couvrir tous les coûts de Miles pour retourner à l'école et terminer son diplôme. Si vous ne le faites pas, je ne vous retiendrai pas. Je vais faire savoir à tout le monde la vérité. Miles leva les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce que j'avais dit. Ma mère a commencé à plaider, sa voix se brise. Evan, comment pouvons-nous trouver cet argent? Vous ne comprenez pas. Nous l'avons utilisé mais je la coupe. Je l'ai utilisé pourquoi, maman? L'argent qui a été signifié pour nous. Assez, dit-elle, sa voix résolue. Henri, et je ne veux pas rester ici une autre minute. Evan Miles, viens avec nous. Elle se tourna vers mes parents, son regard froid. Vous deux trouvez comment rembourser le fonds de confiance. Ces mots coupés comme un couteau, faisant en sorte que ma mère sob à haute voix soit soulevée immobile. Nous avons quitté la maison sans regarder en arrière le dîner somptueux sur la table. Le vin, comme si vous essayiez de faire des difficultés. C'était douloureux, je savais que c'était la première étape vers la récupération de ce qui était le nôtre. Tard dans la nuit, et comme nous avons quitté le restaurant, sortant sous un ciel étoilé. J'ai senti une petite flamme s'enflammer en moi, non pas de colère, mais de détermination. Je ne laisserai pas Miles ou moi-même faire voler notre avenir. Les jours qui ont suivi l'obtention du diplôme, mes grands-parents ont décidé de rester aux États-Unis pendant une semaine supplémentaire. Ils voulaient passer du temps avec moi et Miles pour compenser les années où nous avons dû lutter par nous-mêmes. Grand-père Henri a loué un petit appartement près de mon école à Berkeley, et chaque jour ils ont visité, apportant des histoires, des repas faits maison et des câlins chaleureux que j'avais presque oubliés de l'enfance. Nous voulons nous assurer que vous allez bien, dit grand-mère Élise, me caressant les cheveux comme elle l'a fait quand j'étais petite. Je l'ai regardée, remarquant les rides plus profondes sur son visage, mais ses yeux brillaient toujours d'amour inébranlable. Miles est resté avec moi pendant quelques jours, dormant sur le vieux canapé dans mon petit appartement. Nous avons beaucoup parlé la première fois depuis des mois sans le poids de l'argent ni du travail en appuyant sur nous. Evan, je pense que je veux retourner à l'école, a déclaré Miles un soir alors que nous étions assis à boire du café sur le balcon. Mais j'ai peur. Effrayé que ce sera comme avant. J'ai pris sa main, sentant le tremble dans sa voix. Ce ne sera pas comme avant, Miles. J'ai dit, cette fois, je suis ici, tout comme grand-mère et grand-père. Vous ne serez pas seul. Cette semaine-là, mes grands-parents se sont concentrés sur l'enquête sur le fonds en fiducie. Ils ont contacté un vieil avocat aux États-Unis qui avait aidé à l'installer et à demander des déclarations bancaires détaillées.
Bien qu'il n'ait pas poursuivi une action en justice contre mes parents car je suis resté en grand-père. Depuis le fond, il a déclaré que le style de vie de la famille ne peut pas fournir de preuves concrètes. L'argent pour vous et Miles. Comment répondre? Une partie de moi voulait crier pour demander pourquoi ils nous ont fait cela, mais une autre partie était juste vide. Bien, dis-je finalement, ma voix froide. Faites la bonne chose, papa. C'était la dernière fois que je lui ai parlé pendant longtemps. Mes grands-parents sont restés jusqu'à la fin de la semaine, et avant de retourner en France, ils ont appelé Miles et moi dans leur appartement loué. Grand-père Ingrid nous a remis une pile de documents, des copies du contrat que mes parents avaient signé, acceptant de rembourser les 300 000 $ plus 5% d'intérêt annuel dans les 10 ans. Ils se sont également engagés à couvrir tous les frais de scolarité et les frais de subsistance sur des kilomètres pour retourner à l'école. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, a déclaré grand-père Henri, ses yeux sévères. C'est notre promesse à vous. Nous sommes désolés que nous vous laissions souffrir. La grand-mère Élise nous serra dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Tu es notre fierté et notre joie, a-t-elle déclaré. Continuez à faire ce qui vous rend heureux. Ne laissez pas le passé vous retenir. J'ai hoché la tête, sentant un soulèvement de poids de mon cœur. Miles hocha aussi la tête. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une étincelle dans ses yeux, une étincelle d'espoir. Alors que mes grands-parents montent à bord de leur vol vers la France, Miles et je me tenais à l'aéroport, agitant au revoir. Evan. Je vais le faire pour toi et grand-mère et grand-père. Je souris, le serrant fermement. Je sais que tu le feras, Miles. À ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir récupéré une partie de nous-mêmes. Pas seulement l'argent, mais notre croyance en l'avenir. L'argent du fonds en fiducie étant progressivement remboursé, j'ai commencé à construire ma vie post-diplôme. J'ai décroché un emploi dans une société de conseil à San Francisco. Pas mon travail de rêve, mais assez pour rembourser mes prêts et économiser pour l'avenir. J'ai loué un appartement plus petit et plus propre, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à me soucier d'acheter des produits d'épicerie ou de payer la facture électrique. Miles, avec le soutien financier de nos parents et grands-parents, est retourné à l'école de l'Oregon. Il s'est réenrôlé dans le programme de conception graphique, et grâce aux appels vidéo, je l'ai vu lentement retrouver le sourire insouciant qu'il avait autrefois. Mes parents, après avoir vendu la voiture et hypothéqué de la maison, ont vécu plus tranquillement. Ils n'ont plus assisté à des événements communautaires où se sont vantés de notre famille parfaite comme ils l'ont fait. J'ai entendu dire qu'ils étaient évités par des voisins et des amis, non pas parce que nous avons exposé la vérité, mais parce que les chuchotements s'étaient propagés. Je ne ressentais pas de joie en entendant cela, mais je ne me sentais pas non plus pitié. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils ont fait face aux conséquences. 2 ans se sont écoulés depuis l'obtention du diplôme, et ma vie a changé d'une manière que je n'ai jamais osé rêver. J'ai travaillé à la société de conseil à San Francisco, gagnant suffisamment pour rembourser mes prêts étudiants et vivre confortablement dans un petit mais brillant centre-ville. Chaque matin, je me suis réveillé, j'ai brassé du café et j'ai regardé par la fenêtre les gratte-ciel brillants au soleil. C'était un sentiment étrange. Ne plus compter les sous pour épicerie. Plus de nuits blanches qui ne se soucient pas des factures. Mais ce qui m'a rendu le plus heureux, ce n'était pas l'argent. C'était des nouvelles de Miles. Miles est retourné à l'école de l'Oregon, soutenu par le Remad Trust Fund et les encouragements de ma part et de nos grands-parents. Il s'est lancé dans ses études avec une passion que je n'avais jamais vue auparavant. Grâce aux appels vidéo, il m'a parlé de ses projets de conception graphique, de petites expositions auxquelles il a participé et de nouveaux amis qu'il s'est fait. Evan, je pense que je me suis retrouvé à nouveau, a-t-il dit, son sourire rayonnant à l'écran. La première rangée de l'auditorium applaudissant jusqu'à ce que mes mains soient convoquées. Il m'avait dit 2 ans plus tôt. Miles rit, me serrant fermement. Merci, Evan. Je ne serais pas là sans toi. Ces mots m'étouffèrent. Nous nous tenions là au milieu de la foule d'étudiants et de familles, sentant un lien qu'aucun mot ne pouvait capturer. Nos grands-parents, désormais fragiles, ne pouvaient pas voler de la France pour y assister. Mais juste après la cérémonie, alors que Miles et moi avons célébré dans un café près du campus, mon téléphone a bourdonné. C'était une vidéo de grand-mère Élise appelant de leur petit village en France. Grand-père Henri s'est assis à côté d'elle plus mince que la dernière fois que je l'ai vu, mais son sourire était toujours aussi chaleureux. Miles, vous nous avez rendus si fiers. Dit grand-mère Élise, sa voix tremblante d'émotion.
grand-père Henri hocha la tête, ajoutant « Vous êtes tous les deux nos trésors. N'oubliez jamais ça. » Miles se pencha plus près de l'écran, les yeux lisaient. « Merci, grand-mère et grand-père. Je promets que je ne te laisserai pas tomber. » J'ai remarqué que nos parents n'avaient pas assisté à l'obtention du diplôme de Miles. J'avais envoyé une invitation, mais je n'ai reçu aucune réponse. Une partie de moi espérait qu'ils se présenteraient, ne serait-ce que pour assister à ce moment, mais je n'ai pas été surpris par leur absence. Miles ne les a pas mentionnés, mais je savais qu'ils ressentaient le vide. Ils ont toujours honte, non ? Demanda-t-il plus tard alors que nous nous asseyions sur un banc à l'extérieur du campus en regardant les ballons restants de la célébration. J'ai hoché la tête, ne voulant pas m'attarder sur la douleur. Peut-être des kilomètres, mais aujourd'hui, c'est votre journée. Ne les laissez pas diminuer votre joie. Après l'obtention du diplôme de Miles, j'ai utilisé mes relations de travail pour trouver des opportunités d'emploi pour lui. Un de mes clients, Anna, qui était le directeur d'une grande entreprise de conception, a joyeusement accepté ma demande. Je lui ai envoyé le portefeuille de Miles avec une recommandation personnelle. En quelques semaines, Miles a été embauché comme stagiaire et rapidement impressionné par ses créations créatives. « Evan, j'adore ce travail », m'a-t-il dit au téléphone, sa voix débordant d'excitation. « J'ai l'impression de vivre mon rêve. » En entendant ces mots, j'ai souri, sentant qu'une partie de notre voyage avait été récompensée. 3 ans plus tard, Miles et moi nous sommes assis pour parler de l'avenir. « Evan, je pense que nous devrions faire quelque chose, » a-t-il dit, ses yeux étincelants. Quelque chose de significatif. Et donc l'idée d'une fondation caritative est née. Nous l'avons appelée la Fondation Henri et Élise visant à soutenir les étudiants à faible revenu en difficulté, en particulier ceux sans soutien financier familial. J'ai contacté des organisations à but non lucratif, tirant parti de mes connexions de travail, tandis que Miles a conçu le logo et le site web de la Fondation. En quelques mois, la Fondation a obtenu le soutien de nombreux donateurs, des anciens de Berkeley aux gens d'affaires locaux. Le moment le plus surprenant est venu lorsque j'ai reçu une lettre de nos parents. Ils comprenaient une somme d'argent avec une note. « Nous savons que nous ne pouvons pas annuler nos erreurs, mais nous voulons contribuer à votre fondation. Nous espérons que vous pourrez nous pardonner. » J'ai lu la lettre, ressentant un mélange de douleur et de soulagement. J'ai appelé Miles et je l'ai lu. « Je ne sais pas si je peux encore leur pardonner, » a-t-il dit, sa voix lourde de tristesse. Mais je pense que je veux essayer. J'ai hoché la tête au téléphone. Moi aussi, Miles. La Fondation Henri et Élise a dépassé nos attentes. Nous avons accordé des bourses à des dizaines d'étudiants chaque année, organisé des ateliers sur les finances personnelles et fourni des conseils à ceux qui sont confrontés à la violence financière de la famille. Chaque fois que je voyais un étudiant recevoir une bourse, j'ai pensé à grand-père Henri, sa promesse, et je savais que son héritage vivait à travers nous. Avec le recul, j'ai réalisé que la chose la plus douloureuse de ma vie, la trahison de mes parents, était aussi ce qui m'a rendu le plus fort. Mes grands-parents étaient ceux qui s'occupaient vraiment de moi et de Miles. Et je savais que nous nous aiminions toujours quoi qu'il arrive. Si je pouvais envoyer un message à quiconque lit cette histoire, ce serait celle-ci. N'abandonnez jamais, même lorsque vous avez l'impression de vous battre seul. Il y aura des jours où vous voudrez arrêter comme les Miles, comme je l'ai envisagé. Mais trouvez les gens qui croient en vous, qui tiendra votre main dans l'obscurité. Et si votre famille ou quelqu'un d'autre vous retient, n'oubliez pas que vous méritez un meilleur avenir. N'ayez pas peur de vous lever et de réclamer ce qui vous appartient. Parce que parfois la vérité, aussi douloureuse, est la clé pour débloquer une nouvelle porte. Je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, en regardant les lumières scintillantes de San Francisco. Miles était dans l'Oregon pour construire sa propre carrière. Nos grands-parents en France nous ont maintenant appelés régulièrement avec amour et encouragement. J'ai souri en prenant une profonde inspiration de l'air frais de nuit. C'était ironique. Ce qui m'a le plus fait du mal, c'est ce qui m'a rendu le plus fort. Et un jour qui semblait être une fin, j'ai trouvé un nouveau départ plus brillant.